Je voudrais dire d'abord que je n'ai aucune honte de ce que j'ai fait, ni aucun regret de mon engagement. Simplement, si je ne désire pas montrer mon visage aux téléspectateurs, c'est pour ne pas nuire à la carrière de mes enfants, parce qu'aujourd'hui, encore 36 ans après la fin de la guerre, ils risqueraient d'en subir les conséquences. Vous estimez qu'il y a encore un certain danger même, disons, même un petit danger, de faire en Wallonie une interview sur la collaboration? Ah oui, certainement. Pourquoi l'avez-vous fait alors, M. Danger? Parce que j'ai estimé que la Légion Wallonie ayant été au front de l'Est, ayant écrit une page d'histoire au front de l'Est, ça devait se savoir. Vous savez, il y en a 23. Alors je me promènerais comme un magasin de ferblanterie si je voulais les porter tous. Il y en a quelques-unes. Vous avez la croix de fer de première classe que j'ai eue à la bataille de Kharkov. Où ça, ici? Ici. Vous avez la médaille du mérite. Où ça? Où ça? Ici, celle-ci, ici. Voilà, celle-là. Ah oui. Vous avez la médaille du corps à corps, qui était décernée à cette époque à ceux qui avaient fait 3 corps à corps, ce qui paraissait un maximum. Et puis qui a monté, il y a eu 20 corps à corps, 30 corps à corps, et puis finalement, le grand insigne de 50 corps à corps qui a été seulement décerné 11 fois. Ici, donc. Moi-même, j'ai eu 75 corps à corps, comme l'insigne l'indique le dictionnaire de l'armée allemande. Et puis en bas, il y a évidemment la décoration tragique, c'est celle des tout grands blessés. Ceux qui ont été blessés au moins 5 fois. J'ai été blessé 7 fois. C'est la médaille en or des blessés. Je vois là, M. de Grelle, que vous avez aussi... Ah mais, et vous oubliez l'essentiel. Oh là là, le plus important, je crois. Hein? C'est la Ritterkreuz. La Ritterkreuz était donnée seulement pour des actes tout à fait exceptionnels. Et c'est ainsi qu'après avoir réussi la terrible rupture de Tcherkassy, Hitler m'a envoyé son avion spécial au front, m'a fait amener chez lui pour me remettre la Ritterkreuz à son quartier général. Quelques mois plus tard, je sauvais le front d'Estonie à la grande bataille de Dorpat et Hitler me concédait la feuille de chêne qui était une deuxième Ritterkreuz qui se superposait à la première. Voilà les grands souvenirs sous forme métallique. Vous savez, nous autres, SS, nous ne renions rien. Jusque dans mes boutons de manchette, je suis resté SS. Voilà mon vieil insigne. Regardez les splendides runes de la SS sur mes boutons. Qu'est-ce que ça veut dire? Mein Herr ist treu. Mon honneur s'appelle fidélité. L'attaque allemande du 22 juin à 7 h du matin, la radio à 9 h du matin l'a annoncé, de Grelle l'a entendu chez lui, et c'était un dimanche. Et le lundi matin, il accourait au Pays Réel où j'étais là, en disant, mes amis, c'est ça, la guerre européenne vient de commencer. Il est indispensable qu'on y participe. Elle a pris une décision à l'emporte-pièce comme il en prend toujours, ça fait partie de son caractère. Il a entendu la radio, il a dit voilà, la guerre contre le communisme commence, j'ai toujours été anticommuniste militant et je prends parti, c'est tout, sans savoir le 23 juin au matin sous quelle forme il allait prendre parti, puisqu'on a parlé d'un corps franc quelques jours après le 23 juin, et c'est le 9 juillet qu'il écrit un article en annonçant un corps franc, conduit par des officiers belges avec des armes restituées par les Allemands. Il fallait s'imposer. C'est toujours dans le style de Léon Degrelle, foncer, pousser de l'avant pour faire quelque chose, pour se montrer toujours dans l'éventualité, qui était à ce moment-là très probable, de la victoire allemande. Mais bien entendu, il est certain que pour Léon Degrelle, durant la guerre, le parti passait en second plan. Parce qu'il se rendait bien compte que rester dans la chasse à la patate pendant 4 ans, comme le Belge moyen,
c'était la fin de sa carrière politique. Quel but Léon de Grelle poursuivait-il avec sa Légion? Nous allons peut-être rapidement lire un petit extrait très court de son article du 9 juillet 41 du Pays réel. Il est évident qu'au moment où se réglera définitivement le sort de la Belgique, notre collaboration comptera. On ne traitera pas un vaincu devenu un camarade de sang comme s'il eût tristement ruminé sa défaite dans l'isolement et la stérilité. Ça, c'est le but réel, c'est acte de présence. L'acte de présence par la Légion était beaucoup plus spectaculaire qu'un simple acte de présence politique par un parti. Et le 8 août 41, donc quelques semaines après, la phrase, il la reprend dans son discours, c'est absolument important, donc le départ, être absent, c'est renoncer, c'est signer sa déchéance, c'est se rayer de la carte de l'Europe nouvelle. Ça, c'est la grande phrase importante. Il croyait à une restructuration de l'Europe, comme tout le monde y croyait également. On ne pensait pas que la guerre gagnée par les Allemands, on allait avoir les mêmes frontières qu'en 1940. Léon de Grelle a-t-il considéré la Légion comme un levier politique devant lui assurer un impact auprès des Allemands, étant donné que cette Légion ne pouvait avoir qu'une valeur symbolique? Donc, en somme, pour satisfaire des ambitions politiques. Il est certain que l'armée allemande en 1941 n'avait pas besoin ni de 1000, ni de 2000, ni de 3000 légionnaires. C'est absolument réel. Donc, vraiment, un levier politique. Pour s'imposer, bien entendu, politiquement, remplacer le pouvoir précédent entièrement liquéfié par un nouveau pouvoir dont il serait bien entendu le moteur. Je crois que c'est assez clair. Il n'était pas question, même pas question pour Léon de Grelle d'avoir un rôle, un grade militaire. Il n'avait pas été soldat, donc il n'avait jamais tenu un fusil en main. En conséquence, il n'était pas question pour lui d'avoir le moindre grade. Je suis parti comme simple soldat parce que j'ai refusé ma nomination d'officier par Hitler. Il faut aussi qu'on sache ça. Hitler, dès que les légions ont été formées, a nommé officiers les dirigeants politiques qui avaient organisé les légions. Par exemple, Doriot en France, et 2 ou 3 autres en France. Par exemple, les 3 dirigeants flamands. Et moi, j'ai refusé parce que je ne voulais pas être un officier d'opérette. Comment expliquez-vous que de Grelle n'avait que, selon l'un, le numéro 82, selon l'autre, le numéro 237 dans la Légion Wallonie, et qui ne s'est engagé qu'en le 22 juillet 1941. N'estimez-vous pas que, comme chef de Rex, il aurait dû avoir le numéro 1? La Wehrmacht n'est pas une unité, une formation militaire de volontaires, c'est de l'armée régulière allemande. Les règlements de l'armée militaire allemande sont formels. Cette légion ne pouvait être constituée que d'anciens militaires belges. Ça, c'est absolument formel. Donc, anciens, soit de la réserve, soit de l'active. Des gens ayant déjà appris le métier des armes. Léon de Grelle, n'ayant pas fait de service militaire, ne pouvait pas, le 23 juin, s'engager à la Légion Wallonie, qui n'était faite que pour des militaires. C'est alors qu'à ce moment-là, on a constaté qu'il serait possible, en instruction poussée, d'arriver à également faire de quelqu'un qui n'avait jamais été soldat, un soldat valable, puisque l'Allemagne avait une instruction poussée. Il est presque certain que ce titre de Légion belge Wallonie a été fait sciemment. En ce sens, c'est qu'il permettait à ce moment-là à beaucoup de Belges hésitants de prendre parti. Ça a joué énormément, disons, surtout dans le cadre des officiers ou sous-officiers de réserve ou même d'active, qui se sont sentis à ce moment-là pratiquement libérés, si vous voulez, du fait de... Ce n'était pas collaborer avec l'ennemi, mais bien entrer dans un mouvement belge. Dans les bureaux d'inscription wallons pour la lutte contre l'Union soviétique, de nombreux volontaires se présentent journellement. Comme dans tous les autres pays, l'appel à la croisade contre le bolchevisme donne d'excellents résultats. Au mois d'août 1941,
Dans la préparation du premier contingent, il a été question, de façon très, très poussée même, que le contingent partirait habillé en uniforme de l'armée belge. Il y avait de tout dans la Légion. Il y avait de tout. Il y avait des industriels, des avocats, des agents de change, des médecins, des petits patrons, même parfois de grands patrons. Et le reste était des gens comme moi. Des ouvriers. Gens simples. Des gens simples, des ouvriers en bon nombre, quelques intellectuels. Il y avait là des gens qui n'avaient, mais alors strictement aucun intérêt à venir passer leur temps à faire des exercices militaires, à apprendre à marcher au pas, n'est-ce pas, alors qu'ils avaient ici des commerces, des situations, qu'ils avaient femmes, enfants, etc. Beutz était le propriétaire d'une grande pâtisserie à Bruxelles. Pâtisserie du Finistère. Dans la pâtisserie du Finistère, c'était Rue Neuve. Pâtisserie du Finistère, rue Neuve. Oui. Ce brave garçon qui était à moitié sourd, pour ne pas dire sourd complètement. Et elle a été quand même acceptée. Et il a quand même été accepté. D'ailleurs, je dirais même que quand il est mort, il s'est peut-être senti mourir, mais il ne s'est pas entendu mourir, certainement pas. La région de Charleroi a donné énormément d'ouvriers, des mineurs. Nous avions beaucoup de mineurs. Des mineurs? Oui, et des métallurgistes. La région de Liège, mais beaucoup de mineurs. Et c'était d'ailleurs il faut admettre que c'était des castards. Pourquoi des castards? Ah, extraordinaires. Il y avait des nobles chez nous. Il y avait d'anciens officiers qui Par étaient exemple, bien, des nobles, vous dites, par exemple. Oui. Je crois que si je peux nommer un baron Duels, par exemple, un baron Sloot. Il y a eu chez nous des communistes qui ont été communistes, disons, avant la guerre. Il y en a même qui ont participé à la guerre d'Espagne, du côté républicain, et qui, pour une raison ou l'autre, peut-être déçus ou quoi, ou qui n'y ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, sont passés de l'autre côté. Ils ont été déçus. Il y en a certainement qui sont partis par curiosité aussi pour voir sur place exactement ce qu'était le paradis soviétique. Les volontaires de la Légion Wallonie quittent Bruxelles avec les honneurs militaires de la Wehrmacht. Précédé du drapeau portant la croix de Bourgogne, il se dirige vers la gare du Nord. Une grande foule s'est massée tout au long du parcours que suit le défilé. Des acclamations saluent ces hommes qui, acceptant de risquer leur vie pour défendre leur idéal, s'en vont combattre le bolchevisme. Les derniers adieux s'échangent au milieu de l'enthousiasme et de l'émotion générale. Je suis parti, en fait, parce que je voulais être actif et prendre part à, disons, quelque chose qui changeait la face du monde. Je ne voulais pas rester inactif et, disons, improductif, si vous voulez. Pendant qu'il y avait des millions de gens, n'est-ce pas, qui se battaient pour changer, justement, un état de choses qui existait depuis trop longtemps. Vous aviez quel numéro dans la Légion Wallonie? Numéro 7. 7. J'étais le 7e engagé. Un des premiers, alors. Un des premiers. De Grelle a fait son appel et j'ai été à la tribune et je me suis engagé. Oui. Donc, vous étiez très vite à vous engager. Vous étiez tellement convaincu qu'il fallait faire partie de cette Légion. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je trouvais que ma formation de combat n'arrivait à aucun combat. Et d'un autre côté, De Grelle disait qu'il partait avec nous.
Et sans consulter mon père, ma mère, ma fiancée, etc., je me suis engagé à la Légion Wallonie comme ça. Monsieur, vous êtes parti avec votre père à la Légion Wallonie. Oui, nous sommes partis ensemble. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai pas suivi mon père. Mon père m'a accompagné à la Légion Wallonie parce que il estimait que j'étais jeune, que je n'avais aucune expérience militaire, et lui, qui avait fait la guerre 14-18 depuis qu'il était resté quelques années à l'armée, estimait pouvoir m'aider dans certaines circonstances, je ne sais pas lesquelles, mais enfin, bref, c'était son idée, et c'est pour ça que nous sommes partis ensemble. Mais je me suis engagé avant lui. Mais mon père était rexiste depuis des années, depuis 1936, il avait suivi De Grelle depuis le début. Il est évident que ce genre d'éducation m'a influencé, que si j'en avais reçu une autre, je ne serais probablement pas parti. Ça, c'est certain. Il avait quel âge, votre père, à ce moment-là? 46 ans. Leur seul motif, c'est qu'ils obéissaient à la propagande formidable qui avait lieu avant la guerre déjà dans toutes les écoles catholiques en Belgique au sujet du communisme. C'était pour eux leur raison de se décider. On leur avait dit le communisme est le grand péril que menace l'Église et tout ça. La plupart agissaient sous l'influence de leurs éducateurs. Mais ça ne veut pas dire que d'autres n'étaient pas mieux au courant d'autres buts plus politiques. Ça ne les intéressait pas. Ils étaient allés là, on va combattre le communisme. L'essentiel, mais l'immense majorité de nos volontaires, c'était la fine fleur du mouvement rexiste. Des idéalistes extraordinaires qui, toujours, ont reçu une formation anticommuniste. C'était le Rex ou Moscou des 1936. Nous avons toujours été la force de choc en Belgique de la lutte contre le communisme. Mais avant la guerre, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours entendu tonner contre le communisme. L'ennemi de la chrétienté, l'ennemi public numéro 1, etc., etc. Au collège où j'ai été, j'ai toujours aussi entendu tonner contre le communisme. Ce qui n'a fait que fortifier mon anticommunisme personnel, de même que celui de bon nombre, je pense, d'autres jeunes comme moi. Mais, M. Dangy, pendant la guerre, oui. l'Église n'a quand même pas incité des Belges à partir au front de l'Est pour combattre le communisme. L'Église officielle, non. Mais les prêtres d'un rang inférieur ou d'un grade inférieur, comme vous le voulez, certains, oui. C'est primo la personnalité de Léon de Grelle. N'oubliez pas cela. C'était un chef et c'était un meneur d'hommes, il l'a prouvé. Hein. Là, il n'y a pas à discuter que l'histoire juge Léon de Grelle comme elle l'entend ou comme les historiens l'entendent. Il y a ce fameux charisme, cette espèce d'ascendant auquel très peu de gens résistent. Je suis entré au rexiste parce que De Grelle me plaisait. Il attaquait, n'est-ce pas, de plein pied, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, qui nous dirigeaient, tout ça. Et alors je l'ai suivi. Et ces gens-là avaient pour moi une affection extraordinaire. On la voit encore, ils passent chez moi des centaines de personnes. Ils viennent ici presque en pèlerinage. Et cette affection-là, ça a été pour beaucoup. Et nos soldats, beaucoup de ces soldats mouraient pour moi. C'était surtout pas pour Hitler. Pour vous, Léon de Grelle était quoi? C'était un dieu pour moi. Vous vous sentiez fasciste dans cette période, juste avant la guerre? Socialement, oui. Socialement, oui. Encore maintenant? Oui. Eh bien, j'ai été élevé dans un milieu chrétien. J'ai fait partie des scouts. J'ai été chez les jésuites Franck Reclay à Anvers. J'ai fait partie de différents mouvements de jeunesse catholique. Et aussi de jeunesse rexiste. Et de jeunesse rexiste. Ah, oui. J'étais tout de même, comment dirais-je, fort partisan de la discipline et en admiration devant cette discipline du peuple et de l'armée allemande. Je suis d'autre part tout d'abord parti travailler en Allemagne volontairement pour voir ce qui s'y passait. Là, j'ai surtout constaté que le régime social était autre chose que ce qu'il était chez nous à l'époque. Donc la certitude que les Allemands avaient gagné la guerre
a été un motif pour certains de partir. Cela a amené un motif. Ce n'était pas le motif, parce que jamais personne, chez nous en tout cas, jamais personne n'est parti pour se battre pour les Allemands. Mais le motif que la certitude de la victoire allemande a mené, c'est que ces Allemands allaient distribuer un continent, allaient faire régner leurs lois sur un continent. Et dans ce continent, nous étions, comme les Français, comme les Danois, comme les Norvégiens, comme d'autres, à genoux. Nous étions des vaincus. Et si nous restions des vaincus, et si l'Allemagne gagnant la guerre, nous étions là en tant que vaincus, nous n'avions strictement rien à espérer. C'est l'ambition. Ah, l'ambition, ça c'est aussi un grand mot. Vous oubliez ça, mais quand même. C'est l'ambition. L'ambition, il est certain que pour certaines personnes, faire la guerre, c'est de l'ambition. C'est possible. Et comment expliquer alors, M. Vermeer, qu'il y avait tant d'officiers et de sous-officiers de l'armée belge qui sont partis au front de l'Est? S'il n'y avait pas d'ambition. Pour un militaire de carrière, je crois que l'amour, pas de la guerre, mais l'amour de la chose militaire peut être une motivation, peut-être un motif de s'engager également, de reprendre une place de militaire après une déconfiture épouvantable et la campagne des 18 jours. Je crois que ça a été également pour certains une possibilité de dire non, je ne suis pas cet officier qui a dû se rendre, qui a dû se capituler. Je peux continuer et je ferai la guerre avec les vainqueurs, pourquoi pas. Non. Vous niez qu'il y aurait des aventuriers à la Légion Wallonie? Monsieur De Ville, allez se trouver la peau, allez en Russie, et on sait que la Russie, même sans y avoir été, on se rend compte que ce n'est pas un pays charmant comme elle a la Côte d'Azur. Allez là uniquement parce que votre femme va avoir un ravitaillement assuré, c'est absolument... Le marché noir était plus facile. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Le marché noir était beaucoup plus facile. Je vous ai demandé s'il n'y avait pas d'aventuriers dans la Légion Wallonie. Admettons qu'il y en a eu quelques-uns, ça ne change rien à l'idéal et au courage. D'ailleurs, un aventurier courageux, je le mets exactement au même niveau qu'un autre. Pourquoi les légionnaires wallons ont-ils appelé leur formation le refuge des pêcheurs? J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Qui est-ce qui a appelé ça? Et d'abord, c'est complètement imbécile. Un pêcheur en quoi? Des pêcheurs à la ligne, non pas des pêcheurs à la ligne, et des pêcheurs qui ont commis des péchés, lesquels, bon Dieu, si qui ont commis des péchés, c'est tous les larges qui n'ont pas bougé pendant la guerre. Peut-être que l'explication, le refuge des pêcheurs, peut être expliquée par le fait suivant que lors du départ du premier contingent de la Légion, celui-ci comprenait un nombre de prisonniers de droit commun. Complètement faux! Je vous défie d'en dire un! Je peux continuer, M. De Grelle. Qui, par ordre des Allemands, avaient été libérés de la prison de Forêt. C'est complètement faux! Après qu'ils avaient signé leur engagement dans la Légion. Un gardien... Mensonge intégral! Un gardien de prison a eu la déception de sa vie lorsqu'il a été engagé par un criminel qu'il avait gardé dans cette même prison. Eh bien, dites-moi qui? Moi, je défie de donner un nom. Ni du type, ni du gardien. Ce type-là censé être un imposteur abominable. Nos gens étaient des héros, ils sont morts pour leur patrie. Qu'est-ce que c'est ça, de venir salir des gens comme ça avec des imputations? C'était en général des Flamands d'origine bruxelloise. C'était en général aussi, disons, d'anciens membres du mouvement Rex Flandre. C'était des Flamands qui parlaient plus le français que le flamand. Tout comme moi qui ai vécu, donc, n'est-ce pas, dans la partie flamande, je préfère m'exprimer en français qu'en flamand, quoi. Que c'était des Flamands qui étaient encore imprégnés de l'esprit unitariste. Ils préféraient être commandés par des Belges et se trouver dans une ambiance belge. Ça, c'est très simple. Ce sont ceux qui refusaient d'entrer dans une légion qui se déclarait séparatiste. Ceux-là n'avaient pas d'autre choix que d'aller dans la Légion belge, qui était leur vrai sentiment. Il y a énormément de Flamands qui n'ont jamais été séparatistes. Et ceux-là ne pouvaient pas, en conscience, s'engager dans une légion qui était flamande, uniquement flamande. L'armée belge, disons, de 1936, 37, et même relativement par après, mais surtout en 36, était très rexiste.
Ça, c'est absolument certain. Il est indiscutable que le corps des officiers de l'armée belge de 1936-35, voyant la situation dans laquelle la Belgique lentement s'enferrait au point de vue politique, avaient tous la conviction que quelque chose devait changer. Et leurs affinités les portaient bien entendu à un régime fort. Il y avait des anciens combattants de 14-18 qui n'étaient pas rexistes, et ce sont parmi les premiers et souvent les plus hauts gradés qui sont présentés, tels que le capitaine commandant Antonissen, un Gantois, qui était flamand et qui n'était entré à la Légion belge que parce qu'il ne voulait pas, lui, entrer dans une légion flamande. Parce qu'il était francophone et qu'il ne désirait pas manifester sa séparatisme vis-à-vis de la Belgique. De même qu'un tas d'autres flamands sont venus s'engager à la Légion belge, non, parce qu'ils ne voulaient pas entrer dans une légion qui se déclarait uniquement séparatiste. Mais dans leur intention, c'était d'aller dans une légion belge et pas wallonne. Ça, ils ont été furieux quand on leur a dit qu'on devait s'appeler wallon. Il y a eu des révoltes, il y en a qui ont manqué partir. Alors. Je ne suis pas parti à la Légion Wallonie sur un coup de tête. J'ai consulté, entre autres, mon ancien commandant de corps, qui m'a dit qu'il était peut-être bon qu'il y ait des soldats de deux côtés de la barrière, aussi bien du côté des Allemands que du côté des Anglais. Les pertes m'a encore dit, vous pouvez avoir toutes vos assurances, n'est-ce pas? Nous sommes blanchis pour pouvoir, donc, n'est-ce pas, participer à la Légion Wallonie. Est-ce que Lippert vous a raconté de contacts qu'il aurait eu avec des officiers supérieurs de l'armée belge avant de partir? Oui, il a parlé qu'il avait eu des contacts avec des officiers supérieurs. Enfin, il me mettait dans une ambiance certaine que je faisais mon devoir en partant en Légion Wallonie. Vous aviez déjà décidé de partir à ce moment-là? Non, j'étais toujours encore sur l'alternative. Des doutes? Au début, oui. Et est-ce que leurs conseils vous ont déterminé de faire Ces conseils m'ont incité à partir malgré tout. Parce que d'un autre côté, j'hésitais. J'avais une femme et 2 enfants, et je ne voulais pas les abandonner. Monsieur, vous aviez donc une femme et 2 enfants, et vous êtes quand même parti au front de l'Est. Pour quelle raison alors? Puisque c'était mon devoir en qualité de militaire de carrière. Mais il y a beaucoup de militaires de carrière de l'armée belge qui ne sont jamais partis au front de l'Est. Nous sommes parfaitement d'accord, mais ils n'ont pas le même courage peut-être que moi. Mais vous trouvez normal qu'un sous-officier, donc un adjudant de l'armée belge, part pour le front de l'Est dans les armées allemandes? Actuellement, non, mais à ce moment-là, il faut vivre les moments, donc, n'est-ce pas, de 1940-41. Et savoir, donc, n'est-ce pas, qu'à ce moment-là, tout le monde, ou je vais dire 80% de la population belge, prenait l'Allemagne comme pour vainqueur. Nous n'avions qu'un but, c'était de faire quelque chose pour la Belgique et de la sauver en cas de victoire allemande. À telle enseigne qu'il y avait beaucoup d'anciens légionnaires, enfin de légionnaires, qui étaient d'anciens combattants de la guerre 14-18 et qui se trouvaient à la Légion. Nous avions un but, c'était sauver notre pays. Oui, mais avant quelques mois, vous avez combattu les Allemands? Oui. Et quelques mois après, vous allez combattre avec les Allemands. C'est pas drôle, ça? Ça semble drôle, mais d'un autre côté, si l'Allemagne avait gagné la guerre, n'est-ce pas, la Belgique nous aurait porté au nu. Parce que nous avions agi de par le sang, nous avions donné notre sang pour sauver la Belgique. Ces gens n'ont pas reçu le moindre désaveu, au contraire, puisqu'on leur a facilité le départ en leur disant « vous êtes en congé limité jusqu'au moment où vous reviendrez ». Donc leur disant « quand ça ne va plus, vous revenez ». Ce qui a été le cas pour le Major et le Bout, non pas alors en 41, mais en 44. Donc l'OTAT, pendant 4 ans, n'a pas changé dans sa ligne de conduite. Alors c'est ce qui est inouï, c'est qu'après toutes ces approbations officielles et toute cette inactivité des milieux qui auraient pu réagir, on est traqué ces malheureux pendant des années, qu'on les a enfermés des 6 ans, des 14 ans, comme le Bout, dans des prisons, après les souffrances inouïes qu'ils avaient endurées au front russe,
pour leur patrie. Ceux qui ont fait partie de l'armée belge sont partis avec le sentiment personnel qu'ils ne trahissaient pas. Et qu'en fait, ils partaient, je dirais, presque avec la bénédiction du roi. C'est d'ailleurs l'explication que tous les légionnaires qui invoquaient, qui s'étaient persuadés que la cour avait agi, l'argument qu'ils disent toujours, mais si la cour n'était pas d'accord, comme nous étions publiquement partis au front de l'Est, et que nous manifestions tout le temps ouvertement notre fidélité au roi Léopold, eh bien, on aurait bien pu nous envoyer un démenti en disant « vous n'avez pas le droit de parler au nom du roi ». On n'a jamais vu un démenti quelconque. Une simple note de service eût réglé tout le problème. On envoyait à l'OTAT une petite note, pas longue. Moi, Léopold III, déclare qu'il est incompatible avec le serment qui m'a été fait que quelqu'un puisse s'engager dans une autre armée, sans même citer l'armée. À ce moment-là, il faisait peut-être un pas de clair en citant peut-être l'armée anglaise, c'était possible, mais il se couvrait. Dans aucune armée. Nous sommes prisonniers, la guerre est finie pour la Belgique, il aurait pu dire cela. Il n'a rien dit. Y a-t-il donc des officiers qui vous ont dit qu'ils avaient reçu la permission de la cour de partir à la Légion? C'est exact. Oui. Vous vous rappelez les noms? Oh, ben je dirais presque tous, mais surtout un que j'ai connu particulièrement parce qu'il est de mon village. C'est le lieutenant Lisin, Alfred Lisin. Lisin, Alfred Lisin, qui a toujours prétendu avoir reçu une note officielle de la cour venant de M. Capel, le comte Capel, l'autorisant et étant relevé de son serment envers le roi. C'est d'ailleurs ce que les autres officiers m'ont dit. Il y en a d'autres? Ben, nous avons d'autres officiers du premier contingent et qui n'étaient pas des aventuriers, loin de là. N'est-ce pas? Nous avions le lieutenant Dor, nous avions le capitaine Van Damme, j'ai cité, nous avions le lieutenant Evart, nous avons le baron Sloot, nous avons le capitaine Dupré. Tous ces gens étaient des officiers donc, de l'active et se connaissaient très bien, se sont revus à la Légion, c'est normal, et parlaient ouvertement de ce problème. Et jamais, jamais, il n'y a eu le moindre doute chez aucun de ces officiers que je cite, il n'y en avait pas d'autres. Nous n'avions pas 50 officiers au départ, ce sont tous eux, c'est la liste complète, étaient persuadés de l'autorisation royale. Je ne parle pas de ce mot, comme on aurait dit, l'encouragement. L'encouragement, c'est l'applaudissement, c'est pas ça. C'était, faites votre devoir, vous êtes à cet égard-là couvert par le palais. Ça, c'est formel. Je connais trop bien, par exemple, le commandant Van Damme, s'il avait douté à un moment d'une désapprobation royale, il serait reparti immédiatement chez lui. S'ils vivaient encore, ces gens vous diraient exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais c'était bien clair pour nous que le roi était d'accord, au moins tacitement. Parce que sans ça, jamais les officiers supérieurs de l'armée belge n'auraient donné des encouragements comme ils les ont donnés. Mais l'histoire du palais est claire. Nous n'avons pas mis le palais en cause parce qu'on ne met jamais le palais en cause. Nous savions que le palais nous soutenait et que l'armée n'avait qu'un désir, c'est de voir les plus brillants de ses officiers chez nous. Il n'y a pas certainement aucune preuve officielle. Document? Un document, certainement pas, parce que la Cour a été trop habile diplomate et politique pour laisser un trace quelconque. Tout ce qu'il y a eu, ça ne peut être que des échanges verbaux. Par conséquent, on peut toujours les contester, et le roi n'est pas si imbécile que d'avoir laissé trace de ce qu'il a fait. Personnellement, je n'ai jamais eu en main de preuves exactes de ce que j'avance, évidemment. Cela a certainement joué, en ce sens c'est que, encore une fois, c'était un bruit qui courait, et certains ont affirmé avoir eu en main les documents en question. Mais je ne pourrais pas moi-même l'assurer. Au début de la Légion, vous avez déclaré à des officiers de la Légion que vous aviez en poche une approbation écrite du palais. Quelques mois plus tard, au front, vous avez dit que cette lettre n'avait jamais existé. Mais c'est la vérité. Et je n'ai jamais dit la première chose. Je vous défie de m'amener un type qui dirait « à moi, il me l'a dit ». Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais mis le roi en cause. Il y a plusieurs officiers qui ont laissé des documents disant que vous aviez dit que vous aviez en poche
une approbation Eh bien, écrite du palais. montrez-moi ce texte. Je défie de ce montrer sont ça. des journaux Oh, d'officiers Oui. de la Légion qui étaient Quels officiers dans l'armée belge. Montrez-moi une photocopie d'une part. Eh bien, je vous vais mettez-moi vous envoyer ça, monsieur Grel. Et dites-moi qui. Et dans les locaux occupés par la Légion en Russie et partout, il y avait partout des portraits du roi Léopold III. Pendant 4 ans, on s'est battu en invoquant sa fidélité au roi vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis des populations, avec les portraits dans les champs. Le roi le savait, on lui a envoyé des messages pour lui confirmer l'attachement de tous les légionnaires à la personne du roi. Et le roi n'a jamais fait donner le moindre démenti. Oui, j'ai eu connaissance de cela, comme tous les légionnaires d'ailleurs. De Grelle a lu ce télégramme émanant de la cour, mais que nous n'avons jamais été certains si c'était bien un télégramme émanant de cette même cour. Nous ne voulions pas porter le Feldgrau parce que d'abord, lors de notre engagement, on nous avait promis que nous revêtirions l'uniforme de l'aviation belge, l'uniforme bleu de l'aviation belge. Et il n'avait jamais été question de revêtir l'uniforme Feldgrau. Alors, la plupart des dieux ont dit « Ah, nous ne voulons pas mettre ce Feldgrau, on veut des uniformes belges. » Il a d'ailleurs fallu que de Grelle rassemble toute la Légion et leur parle des raisons pour lesquelles nous devions revêtir l'uniforme Feldgrau, qui étaient uniquement des considérations d'ordre militaire pour le cas où nous aurions été faits prisonniers par les Russes. La Belgique n'étant pas en guerre avec les Russes, nous étions donc considérés comme des francs-tireurs. Et les mots de Grelle étaient convaincants. Oui. Mais alors, les autres ont dit, mais alors nous voulons notre insigne de Belge sur la Manche. Les Allemands ont dit, oui, on voit bien, mais il faut les faire faire. Il n'y en a pas. Alors, en attendant, mettez ça comme ça. Alors, ça a été toute une dispute. Enfin, les Allemands trouvaient qu'on était des embêtants. Hein. Les Allemands disaient, laissez-nous tranquilles. Ils ont trouvé qu'ils n'avaient plus d'ennui avec les Belges que toutes les autres légions d'Europe. En ce qui me concerne, je n'éprouvais aucune sympathie pour les Allemands. Et jusqu'à la fin de la guerre, il était bien connu à la Légion que je n'avais aucune sympathie pour les Allemands. Et je pense que ce sentiment a été partagé pendant longtemps par bon nombre de mes camarades. Vous alliez quand même vous battre à leur côté. À leur côté, oui. Mais pas pour les Allemands. Qu'est-ce qu'on pouvait leur dire? Nous ne parlions pas la même langue. Quand un Allemand s'adressait à nous, nous disions « Wallone ». C'était pour pouvoir exprimer qu'il n'y avait pas de possibilité de s'entretenir dans leur langue. Bon, il y avait bien sûr quelques légionnaires qui parlaient cet Allemand à qui vous disiez Wallon, oui. Qu'est-ce qu'il lui répondait alors? Lui répondait Arc de Grelle. Ah oui, de Grelle. Les Wallons, c'était de Grelle. Oui. Vous autres, légionnaires wallons, vous n'avez jamais appris l'allemand? Non. Oh. Non. Sauf ceux qui ont bien voulu, ceux qui sont intéressés. Moi, personnellement, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais n'y avait-il pas surtout, je dirais, une question de mentalité? Oh, il est certain que les Wallons ne sont pas des Germains, comme aurait bien voulu faire croire Léon de Grelle. Non. Et que nous n'avions aucune affinité avec les Allemands. Disons que les Allemands, au début, nous considéraient un peu, je dirais presque comme je ne dirais pas des sous-développés, mais c'était tout juste, enfin. Vous pensez certainement à la même expression que moi, chaise wallonne. Parce qu'ils trouvaient en fait que le Wallon lui-même n'avait pas l'attitude militaire de l'Allemand. Ce qui était absolument normal pour nous. Nous n'étions pas habitués à cette vie, disons, réglementée et militaire. En Allemagne, tout était vorschriftmäßig, c'est-à-dire réglementaire. Oui. Or, ça, c'était vraiment à l'opposé du caractère wallon. Mais les Wallons, avec leur esprit frondeur, faisaient parfois la guerre à leur compte. À leur compte? Oui, et se baladaient un peu dans toute l'Europe avant de rejoindre le front. Ils partaient pour quelques jours, disons une semaine comme ça. Non, une semaine, non, mais quelques jours. Oui, qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Ils allaient voir un petit peu Vienne, par exemple. Est-ce qu'ils allaient voir aussi les femmes? Les filles. Ah, les filles, oui. Les filles, oui. Surtout les filles. Prendre et un alors aller boire oui. un bon verre de bière. Et quand ils revenaient à la Wehrmacht, ils n'étaient pas sanctionnés?
Non, parce qu'ils savaient tirer leur plan et avaient tous les cachets possibles et imaginables sur leur marche-buffet. Mais alors, avec la Feldgendarmerie, justement, on s'en sortait toujours. Hein. Comment ça? Parce qu'ils nous prenaient pourquoi vous êtes en retard. On ne savait pas répondre, ni compris, ni compris. Ils en avaient marre, le Feldgendarme. Ils disaient, allez, oui, ça va, Wallon, allez, hop, partez. Hein. Et nous autres, ils nous appelaient après, oh, Wallon, grosse filou, grosse filou. Grosse filou? Oui, filou, oui, parce qu'ils étaient... On les embobinait, les Allemands. Jacobs n'avait vraiment rien d'un homme qui pouvait en imposer à des jeunes gamins. Il était sage. Au fond, il était toujours sur les genoux de Grelle. Il attendait, mais il n'avait pas d'ambition. Enfin, il avait l'âge que pouvait avoir un capitaine commandant de l'armée belge de réserve. Prêt à la pension? Prêt à la pension, oui. Qui n'avait aucune envergure militaire. Vous étiez déçu. On a même pensé sérieusement à la dislocation de la Légion à un certain moment. Le froid était tel que beaucoup ne résistaient plus. Faut pas exagérer, c'était évidemment très dur. Tous ces vieux officiers, ils ont tous eu des bronchites, des pneumonies. Il n'y a pas un qui a pu tenir le coup. Nous n'avions de vêtements spéciaux, de rien du tout. On n'avait même pas de gants, pas de passe-montagne. Les mains collées au fer des fusils. Je me souviens, un jour, nous avons duré de 3 heures du matin jusqu'à la nuit pour faire une tranchée de 3 km dans laquelle passer. Il y avait 4 mètres de hauteur. Il fallait approfondir 4 mètres de neige pour avancer. Et là, ils avaient vraiment tellement minable aspect avec Jacobs comme commandeur sur son cheval blanc que la commandature de Karabinovka dit « Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ça pour des vagabonds? Ils n'ont plus d'équipement. Allez, c'est fini. On va leur prendre tout ça, qui n'ont qu'à aller travailler. Schanze, comme disent les Allemands, c'est-à-dire faire des tranchées. Et ce n'est pas des troupes combattantes. » C'était fini. Tous les gens devenaient malades, la dysenterie, et demandait à rentrer en Belgique. Et de Grelle lui-même était certain qu'il allait rentrer en Belgique. Il ne savait plus continuer non plus, vu que ça ne tenait plus. Il était à bout. Il était à bout lui-même, de Grelle aussi, et tout le monde. Et à ce moment-là, on a renvoyé 15 ou 20 officiers, dont Jacobs en Belgique. Et ça a failli que de Grelle retourne aussi, maintenant qu'il en avait sa claque aussi. Étant donné que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, que les Allemands n'ont jamais même fait attention, ceux de la Wehrmacht ne faisaient pas attention à ces Wallons. On les prenait pour des Zigeuner ou quelque chose comme ça. Zigeuner? Zigeuner, oui. Il est arrivé, il nous a fait faire de l'exercice par 35 degrés sous zéro. Il nous a fait monter de garde par 35 degrés sous zéro. Il nous a fait faire le salut au drapeau par 35 degrés sous zéro, n'est-ce pas? Et on avait tout juste le droit de temps en temps... Le garde à vous à l'armée allemande, c'est quelque chose de sacré. Quand le garde à vous, on ne peut même pas scier des yeux, n'est-ce pas? Alors là, il y avait une dérogation. Quand on était au garde à vous pendant le salut au drapeau, on pouvait de temps en temps regarder le nez de son voisin, parce que c'était la seule chose qui dépassait des cache-oreilles et de tout le lainage qu'on avait sur soi, n'est-ce pas? Et là, on pouvait regarder à côté. C'était la seule chose qu'on pouvait se permettre. Pour lui, était intransigeant. Et il gueulait comme un... On a dit, qu'est-ce qu'ils arrivent là maintenant? Il gueulait comme un cochon, enfin, le type tout à fait... Un vrai un vrai diable, quoi. Oui. Mais capable, vous savez, il fallait ça. Si on voulait redresser, il fallait ça. C'était quelqu'un d'extraordinaire, du point de vue vitalité, mais c'était aussi un excité, un emporté, qui à certains moments pouvait montrer comment dirais-je, des moments qu'on aurait pu considérer comme des moments de folie, parce qu'on se demandait vraiment où il allait chercher. Soldaten der Wallonischen Freiwilligenlegion, die sich in diesen Abwehrkämpfen besonders hervortaten. Balka, c'est une vallée, et puis Gromov Balka, ça veut dire, ensemble, la vallée du tonnerre. Et c'était la vallée du tonnerre. C'était un village qui portait bien son nom, oui. Après. On s'était engouffré là-dedans, nous, à la suite de quelques dizaines de gardes, de géants de la SS Germania qui étaient allés occuper ce patelin, qu'il avait pris, qui avait bouté les Russes dehors, et puis qui étaient allés occuper
un hameau 3-4 km en avant. Et nous étions là. On est entré là-dedans sous une pluie, mais sous une pluie d'obus, n'est-ce pas? Et on est resté 8 jours, 10 jours dans cet enfer, nuit et jour. C'était les mitrailleurs d'avion, le bombardement d'artillerie, à la nuit tombante, des chars qui venaient s'embosser là, à 200-300 mètres, et puis ils tiraient dans les toits, etc. Il y avait des morts, il y avait des blessés, n'est-ce pas, un peu partout dans toutes les compagnies. Et puis, on ne savait plus comment on vivait. On n'avait plus aucune notion du temps. On dormait à 40 sur quelques mètres carrés. On sortait pour monter de garde, on rentrait, on ne savait plus quelle heure il était. Il y avait des périodes obscures qui suivaient des périodes plus claires. C'était la nuit, le jour, on ne savait plus très bien. On était complètement abrutis, n'est-ce pas, de manque de sommeil. Le ravitaillement, c'était normal quand il n'y avait pas un obus qui tombait dans la roulante, tout se passait normalement, ça va. Et puis, 10 jours comme ça. Et alors, pour clôturer l'histoire, n'est-ce pas, pour couronner toute l'affaire, le 28 au matin, tout le monde sur la position, le 28 février 42. Ah oui, moi je dis le 28 parce que si je parle, n'est-ce pas, à un ancien, je dis le 28, tout le monde comprend, évidemment. Le 28 février 42, c'était le dernier coup. Le dernier coup de la contre-offensive d'hiver russe, qui devait leur ouvrir le passage vers le Dniepr, Dniepropetrovsk, etc. Le passage de la Samara d'abord, et puis... Alors, je suppose que notre état-major savait qu'ils allaient attaquer, ils savaient à peu près la force. Eux aussi devaient savoir que nous n'étions que 500 pauvres petits Wallons qui allions subir le baptême du feu, là-bas, perdu. Alors, ils se sont dit probablement, bon, on va rentrer là-dedans comme dans du beurre. C'était le système d'attaque en masse que les Russes faisaient au début de la guerre. Ils attaquaient, je pense, en force, même si tous les attaquants n'avaient pas d'armes. Et au fur et à mesure que certains tombaient, les autres reprenaient leurs armes et ils essayaient de forcer la décision par le nombre. On fauchait là-dedans, c'était quelque chose d'incroyable. Nous en avons tué 700 en une matinée. C'était des cartons, c'était du tir au lapin, n'est-ce pas? C'était comme à la foire. Hein? Ils étaient tellement nombreux, n'est-ce pas? Les trous étaient bouchés tout de suite. Il y avait des chars et ils n'étaient que russes. Hein? Et il y en avait une bonne douzaine, 12 ou 14. Et là, après avoir tiraillé, après avoir incendié toutes les maisons, après avoir tout démoli, ils étaient à court de munitions. Alors ils roulaient, ils écrasaient les hommes qui s'enfuyaient devant eux. On n'avait pas de canon anti-char. Rien du tout. Il y a un type, c'était un plus âgé déjà, je crois que c'était un adjudant, je ne sais plus ce qu'il faisait. Oui. Il s'est trouvé à un certain moment comme ça devant un char, devant 28 tonnes, avec ses deux mains pour l'arrêter. Mais il n'y avait rien d'autre que ses deux mains pour l'arrêter. À un certain moment, à la troisième fois, tout est perdu cette fois-là parce qu'on ne peut plus résister, on n'a plus la force et on n'a plus la munition pour contre-attaquer, ou plus assez. Et on s'est dit, voilà, on est aux dernières isbas du village, on va devoir faire 1 kilomètre dans la plaine blanche. Et ce serait encore une fois le carton. Ah, c'est évident, c'était de nouveau le tir à pipe. Hein. Ah, absolument. Hein. C'était sacrifié. Au moment où nous partions, les autres n'avaient qu'à s'aligner, n'est-ce pas, et un à un, très calmement, n'est-ce pas, il n'y en avait jamais un qui serait arrivé de l'autre côté. Et à ce moment-là, on entend un bruit d'avion. On entend les moteurs d'avion, on se dit, ça y est, en plus, n'est-ce pas, en plus, il leur faut les avions. N'est-ce pas, parce que nous, quand on a entendu, on se dit, ça y est, c'est encore les Russes. Ce sont des avions russes. Ce sont des avions russes, hein. Et puis tout de même, on s'aperçoit que ce sont des Stukas. Tout d'un coup, ils sont au-dessus de nous et ils se mettent en carrousel. Mais quand on se met en carrousel, quand les Stukas se mettent en carrousel, ça veut dire qu'ils vont plonger. Ils étaient au-dessus de nous. Alors il ne fallait pas. On se bagarre, n'est-ce pas, comme ça, à quelques mètres l'un de l'autre. Eux, là au-dessus, ils voient bien des hommes qui courent et des hommes qui font la guerre, qui se battent. Mais qui est qui? N'est-ce pas, un uniforme vert foncé ou un uniforme brun foncé? Il fallait vous faire reconnaître. Oui, alors il y avait de fusées, j'en avais pas.
N'est-ce pas? D'ailleurs, les Russes en montrent aussi des fusées. Il y en a des fusées qui tirent les mêmes fusées que nous, les États-Unis. Alors, il y a un sous-officier, je crois, ou un officier, je ne sais plus exactement, qui a eu présence d'esprit. Il s'est dit, noir, enfin presque noir sur blanc, des hommes couchés, et on a formé, couché, une croix gammée. Une croix gammée? Une croix gammée. Ah oui. Et je suppose qu'ils ont très bien compris. Ils sont allés, pas loin, vous savez, ils sont allés 20 mètres plus loin. Oui. Hein, parce que là, à ce moment-là, ils avaient compris qu'on délimitait l'histoire, et puis ils ont commencé. Ça, c'est le carrousel infernal. Il y a peu, je ne connais pas, une troupe, n'est-ce pas, qui résiste à un bombardement de Stuka. Ça n'existe pas. Quand une petite bombe, n'est-ce pas, de 50 kilos tombe sur un char, il n'y a plus de char. C'est aussi simple que ça. Ces gars-là, n'est-ce pas, piquent, n'est-ce pas, ils relèvent, ils redressent à 20 mètres, ils ne peuvent pas rater leur but. Ils n'ont pas raté. Ils n'ont pas raté. Ça a été une destruction effroyable. Ça a été la terreur, n'est-ce pas, dans les rangs russes, qui ne s'attendaient pas du tout à ça, alors qu'ils tenaient la victoire. On sent ça. Ils le sentaient bien. Nous étions finis. On ne pouvait plus rien faire. Et alors, n'est-ce pas, il arrive. Et 5 minutes après, n'est-ce pas, au moment où tout le monde file, eux filent et nous derrière, parce qu'alors, on vous dit, munitions, pas munitions, alors on se serait battu à main nue, vous savez, on n'aurait plus besoin de munitions. Hein? On les poursuivait. Alors, il y a des chars allemands qui sont arrivés, et un bataillon allemand qui devait arriver le matin, 20 minutes après le commencement de la bataille. Nous devions tenir 20 minutes dans ce 20 minutes? 20 minutes. Et vous avez tenu? 8 heures. 8 heures. La bataille finie, on a envoyé des formidables communiqués en Belgique, entre autres au roi, avec la liste des pertes qui étaient tuées. La première fois qu'on avait quelque chose à raconter, donc on a envoyé des messagers en Belgique pour raconter qu'on avait été cité à l'ordre du jour et tout, on était tout contents. Et apparemment, tout ça a été bien accueilli à Bruxelles, partout. Entre-temps, les Flamands avaient perdu Tollenaar, à Leningrad. Et eux aussi faisaient mousser. Eux aussi faisaient mousser l'affaire de Tollenaar. Parce que chacun n'avait pour but que d'obtenir des bons points. C'est ça la question des légions. Obtenir des bons points pour plus tard, pour dire nous avons fait quelque chose. Ce n'est pas une page très belle pour cet homme. C'était un peu heureux, qui bénissait de loin les mourants, estimant que cette bénédiction à 500-600 mètres valait une bénédiction donnée sur le corps du mort ou du blessé. Il était toujours loin derrière tout. Si on voulait l'avoir pour une confession, il disait qu'il vienne au téléphone. Il donnait la confession par téléphone. Oui. C'était surtout un coureur de jupons. Ah oui. Il avait des touches? Oh, il forniquait avec toutes les femmes russes qu'il trouvait. Il y avait tant de monde à la Légion qu'il faisait. Ben oui, mais nous n'étions pas prêtres catholiques, nous autres. Il était un homme intègre avec tout le monde. Intègre aussi avec lui-même. C'est un homme qui n'aurait pas voulu manger plus que ses soldats. C'est un homme qui se trouvait au front, non pas dans son poste de commandement, pas seulement dans son poste de commandement. Il se déplaçait au front, il allait voir les hommes en première ligne. C'était le père de la Légion Wallonie. C'est notre père spirituel, c'était le père de la Légion Wallonie. On pouvait tout lui demander, il acceptait tout, il écoutait tout le monde, il donnait des conseils, c'était vraiment un chef militaire exceptionnel pour moi. D'abord, pour nous, légionnaires, ça a été le seul et vrai commandeur. Lippert était un homme d'une droiture exceptionnelle, d'une courtoisie, tout ce qu'il y avait de plus raffiné, très sec quand il le fallait, mais c'est un homme que nous regretterons toujours et que nous regrettons encore parce que pour nous c'était un saint. J'ai l'impression, monsieur d'Angy, que vous avez de la peine en parlant de lui.
c'est vrai. Il était tellement proche Oh oui. de ces hommes. Oh oui. C'était un vrai chef. Je viens de vous le dire, c'était un saint. Et sa première préoccupation, c'était le sort de ces hommes? C'était le sort de ces hommes. Et il était très ménager du sang de ces hommes. Et je m'excuse si je viens d'être un peu ému. Je ne suis pas un dur à cuire comme certains voudraient le dire. Je suis au contraire un être sensible, mais le regret de l'hyper, je le partage avec tous mes anciens camarades. Ah oui, parce que finalement, c'était tout de même probablement le seul chef qui est parti et qui est revenu avec nous, mais qui a fait tous les combats. Il a vécu tel un simple soldat, il a combattu, il a porté la mitrailleuse et tout. Là, ça c'est un point sur lequel tous les légionnaires, absolument tous, seront d'accord. Il avait le courage de ses actes et de ses opinions, il avait le courage physique également. Léon de Grelle, n'est-ce pas? Je le répète bien haut, n'est-ce pas? C'est mon chef. Toujours? Oh, toujours. Encore plus que jamais, monsieur. Vous avez vu la dédicace qu'il m'a faite. Vous ne l'auriez pas pour 100 000 francs, n'est-ce pas? Ah non, ça. Pas pour 100 000 francs? Pas pour 100 000 francs, non. Je ne suis pas riche. Eh bien, voilà. Vous savez, Léon de Grelle était si peu militaire. Vous avez le sourire en Oui, disant cela. oui, parce que il était certainement le commandeur de la Légion, mais Léon de Grelle n'a jamais été un militaire. Ça a été un bon soldat. C'était un homme courageux, mais s'il y a une qualité qu'il n'avait pas, c'était bien celle-là. Prenait-il parfois des risques inconsidérés? Oui, indiscutablement. Indiscutablement. Comme je viens de vous le dire, ça nous a valu parfois des pertes plus que nombreuses. En mort oui. Et blessé? En mort et blessé, oui. Il m'est arrivé de lui dire que s'il avait été dans ma compagnie, il aurait été plus souvent au cachot que dans les dehors. Il n'aurait pas sorti du cachot? Oui. Oui. Il avait indiscutablement une baraka, une chance. Au Caucase, où j'étais à côté de lui, 3 grosses torpilles sont tombées sur la colline où il était. Comment Léon de Grelle n'a pas été complètement mitraillé de 30 à 40 petits morceaux de grenades, on ne comprend pas encore aujourd'hui. Ne parlons pas de miracle, ça ne tient pas debout. Sa gamelle, son casque, la tente dans laquelle était complètement criblée, il s'est placé, il a eu cette chance, il a eu une grosse éraflure, mais il aurait dû être tué. Il disait, suivez-moi, chance de Grelle, chance éternelle, il disait. Allez, en avant. Ils avaient quel âge? Oh, il y en avait même qui avaient 15 ans, mais qui, je m'empresse de vous dire, avaient falsifié leur carte d'identité. 15 ans? Oui, 15 ans. Il y avait même des fils de légionnaires qui sont venus retrouver leur père, à la grande fureur parfois de ceux-ci, parce que nous estimions qu'ils étaient trop jeunes que pour subir les rigueurs du front, de la Russie, de l'hiver qui se préparait. En un mot, qui n'était pas préparé du tout à cela. Une seconde raison aussi, qui n'était pas sans nous avoir motivés, c'est que nous espérions descendre en congé et que la venue du nouveau contingent nous a relancés vers le front plutôt que vers la Belgique. Nous sommes partis au mois de juin, je pense, si mes souvenirs sont bons, que c'était le 23 juin, de Slaviansk en Ukraine. Et nous avons fait des marches tous les jours, des marches de 35, 40 et parfois 70 kilomètres. Nous poursuivions bien sûr le Soviet. Et le Soviet
reculer avec une vitesse tellement extraordinaire que nous ne parvenons même pas à prendre de contact avec lui. Nous avons fait près de 1200 km en 35 jours. Le 15 août 1942, nous étions à Maïkop. Maïkop, dans le Kouban. Nous nous sommes reposés pendant 2 jours et nous avons repris par la suite ces marches jusqu'au Caucase. 1200 km en 35 jours. Oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Là, on dormait vraiment en marchant. L'un pied ne suivait plus l'autre que par habitude. Et on se réveillait quand celui devant nous s'arrêtait et qu'on butait avec le crâne sur son casque qui se trouvait sur le sac. L'accueil était très aimable. Nous avons toujours été très bien accueillis par la population russe. Quoi qu'on en pense, ou quoi qu'on en dise. Peut-être parce que nous étions... peut-être parce que nous étions des Wallons, peut-être parce que nous étions nous-mêmes très gentils et très affables vis-à-vis de cette population. On s'aidait mutuellement. Ce qu'ils n'avaient pas et ce qu'on pouvait leur donner, nous leur donnions. Par exemple, nos médecins visitaient la population, auscultaient les malades. Ils allaient de Kasbah en Kasbah. Nous étions accueillis comme des libérateurs. C'est pas difficile. Disons que, par exemple, dans le Caucase, au moment où nous avons été engagés, c'est la population locale qui nous servait de guide dans les montagnes et les forêts. Il y a à cela des raisons profondes. En fait, quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis, surtout, disons, en libérateurs. Nous tombions dans des populations qui étaient, disons, profondément religieuses. Je parle religieuse dans le sens catholique ou musulman, ça dépendait de l'endroit où nous étions. Et ils ne supportaient pas l'athéisme du parti communiste, bien sûr. Bon, vous savez, disons que ce qui avait surtout cours au point de vue troc, il leur manquait, par exemple, disons, des aiguilles à coudre. Il leur manquait aussi des aiguilles à tricoter. Voilà ce qui servait de monnaie d'échange. Une aiguille à coudre, mais surtout une aiguille de machine à coudre. Les femmes russes étaient capables de tout et donnaient tout ce que l'on voulait. Et c'est ainsi que lors de notre premier congé, nous nous sommes approvisionnés tous en aiguilles, tant de machines à coudre qu'à coudre. Et qu'est-ce qu'on recevait en compensation? Écoutez, une aiguille de machine à coudre, ça valait un cochon. Et ça valait aussi la compagnie d'une femme russe? Et ça valait la compagnie d'une femme, même de 2 à la rigueur. Bien sûr, nous sommes, malgré que nous sommes wallons, des fiers guerriers, nous étions quand même des hommes. Hein. Ça faisait partie de l'hospitalité. C'est tout. Disons que si on en arrivait à d'excellents rapports, ce n'était certainement pas sous la contrainte. Mais il ne fallait pas se laisser prendre, parce que si un officier supérieur là-bas vous prenez en faisant l'amour avec une Russe, c'était bon pour le conseil de guerre. Hein. Oui. Faire l'amour avec des Untermenschen, ce n'était pas concevable pour l'état-major allemand. N'était-il pas trop jeune pour être conduit à la mort? Leur chef, John Hagemans, avait espéré que vous ne les auriez pas fait courir de trop grands risques. Oui. Eh bien, écoutez, un chef doit assumer ses responsabilités. On ne vient pas à la guerre pour se promener, on vient à la guerre pour se battre et pour gagner. Eh bien, ces garçons-là, je voulais qu'ils fassent l'apprentissage vrai de la guerre, parce que c'était pour moi, dès ce moment-là, ma grande réserve pour faire de futurs chefs. C'est que, justement, beaucoup de jeunes, votre réserve, ont été tués. Mais ils étaient aussi un exemple. Ils passaient leur poids. Mais il y a aussi beaucoup qui étaient blessés. N'oubliez pas que plus de 90% de mes soldats ont été blessés à la guerre. Moi-même, j'ai été blessé 5 fois. J'ai eu 7 blessures, j'ai eu 8 fractures. C'est le métier, ça. Mais grâce à ça, j'ai eu là, parce qu'ils apprenaient, les jeunes, c'était avant tout des jeunes étudiants, des jeunes types brillants. Ça m'a fourni
une nuée de jeunes officiers merveilleux. Ces montagnes, il n'y a pas de chemin. Il y a des sentiers où seuls les hommes ne peuvent aller qu'à pied et où seulement des mulets, même pas des chevaux, des mulets y avaient accès. Donc, pour y arriver avec la nourriture, c'était très très difficile. Pour y arriver avec le ravitaillement, donc. Pour y arriver avec les munitions, c'était très difficile. Il pleuvait sans interruption. Nuit et jour? Nuit et jour, sans interruption. J'ai dormi dans des trous d'eau, des trous où l'eau est à 5-10 cm. Et nous pouvions allumer un tout petit feu, un feu de cendre, pour pouvoir un peu nous réchauffer. Nous étions couverts de poux, mangés par les poux. Et qu'est-ce que vous mangez lorsque donc le ravitaillement ne parvenait pas? Nous avons mangé des glands, nous avons mangé des racines. Nous recevions une quantité minimum, une quantité de pain minimum, une tranche de saucisson, pas de beurre. Donc des racines, vous dites? Tout ce qui était mangeable. Tout ce qui était mangeable, des racines, de l'herbe, des glands. C'était extrêmement dur au point de vue physique. Je pense qu'au point de vue physique, c'était la période la plus dure. C'est tellement vrai que nous en avions un peu marre de toutes ces histoires de la Bourgogne, que nous l'avions dénommé Modeste Ier, grand-duc de Bourgogne. Modeste Ier. Modeste Ier, grand-duc de Bourgogne. Parce qu'il n'était pas du tout modeste. Non, il n'était pas, non. C'est une qualité qu'il n'avait certainement pas. La Légion wallonne ne comptait pas. On l'avait mis à la Wehrmacht, on ne la regardait pas, on n'en parlait pas. On était un pauvre bataillon rattaché à une division de montagne allemande qu'on a suivi au Caucase, mais pas comme Légion Wallonie. On était un bataillon de renfort d'une division allemande. À la Wehrmacht, ça ne nous intéressait pas non plus. Considéré du point de vue politique, ça n'avait aucun sens de rester se combattre puisqu'on ne faisait même pas attention à nous et qu'on allait là que pour se faire remarquer. Alors là, nous avons compris définitivement qu'il ne suffisait pas de gagner la guerre, que l'Allemagne gagne la guerre et que nous la gagnons en même temps qu'elle. Il fallait que nous soyons à côté de ceux qui, en Allemagne, gagneraient la guerre. Or, il y avait la Wehrmacht à laquelle nous appartenions, c'était des gens qui, après la guerre, seraient comme les anciens combattants belges, à venir avec leurs réunions, avec leurs drapeaux, leurs petits bérets, leurs paquets de tartines. Tout ça, ça sert à rien. Ça n'allait pas dans notre but politique. Ceux qui politiquement allaient gagner, c'était la SS. Somos des Germains. Parce que tout le système allemand, à cette époque, était basé sur les Germains. Or, historiquement, raciquement, tout ce que vous voulez, les Wallons sont des Germains 100%. Je le disais à Hitler, je le disais à Goebbels, à Göring, je suis bien plus germain que vous autres. Les Prussiens, vous êtes des mélanges de Slaves et de Français. Vous, Hitler, vous êtes un Autrichien. Nous autres, en Wallonie, nous n'avons jamais eu que du sang germanique. C'est la stricte vérité. Pourquoi dire le contraire? Il n'y a jamais eu un gramme de sang français qui est venu en Wallonie. D'ailleurs, pour moi, ça n'avait aucune importance. Je vous le dirai tout froidement, c'était un argument politique. Puisque pour les Allemands, ce qui comptait, c'était d'être germain. Je disais, germain, on l'est autant que vous, plus que vous. Son discours de Wallonnet n'était en fait pas dirigé vers les rexistes ni les gens de la Légion. Ce discours était dirigé vers les Allemands. C'était pour que les Allemands se disent hey, qu'est-ce que c'est que ça? Lui préparait sa démarche. C'était le passage au Waffen-SS. Moi, ce qui me plaît, c'est le combat et c'est de gagner. Et vis-à-vis d'un homme de génie comme Hitler, tout était possible. C'est une question de le convaincre. Et comme en 1936 je l'avais convaincu, je me suis dit, je le convaincrai une fois de plus. Pourquoi n'avez-vous pas consulté vos officiers et vos soldats avant de les faire passer dans la Waffen? Parce qu'un chef ne consulte pas. Un chef prend ses décisions. Étiez-vous tellement sûr qu'ils étaient tous d'accord? S'ils n'étaient pas sûrs qu'ils s'en aillent. Moi, j'ai une ligne dont je ne bouge pas. C'est comme ça. Qui m'aime me suit, s'il ne m'aime pas, il ne me suit pas. Pour nous, c'était un honneur d'entrer dans une unité d'élite. Tous les légionnaires, tant qu'ils sont, ont ressenti ça tel un honneur. Et j'en suis encore fier aujourd'hui.
Monsieur de Grelle, comment se fait-il qu'en 1943, il y avait tant de déserteurs wallons à la Légion? En juillet et octobre 1943, plusieurs entre eux ont été passés par les armes par un peloton de la Légion sous la direction de Lippert. Voilà, encore une fois, 2 mensonges flagrants. Et c'est ça qui me répugne, et ce qui me montre la médiocrité abominable des gens qui sont contre nous. C'est que, contre cet héroïsme magnifique, qu'ils ont été bien incapables d'imiter, ils ne peuvent venir qu'avec des ignominies. Déserteurs, il n'y a pas eu du tout de grand nombre de déserteurs chez les Wallons. Il y a peut-être pu avoir un cas ou l'autre. Et des fusillés, il n'y en a pas eu un. Je n'ai pas inventé non, cela, mais je ne vous dis de pas Grelle, que vous l'inventez. Mais je vous dis que vos sources sont des mensonges. Mais ce sont des officiers Mais de la non. Légion. Eh bien, d'abord, on Et va un dire... prêtre de la Légion. Je vous défie de me trouver un prêtre. Amenez-les-moi. Vous venez avec des papiers. Mais... Pourquoi? Écoutez, ou vous m'amenez des documents, ou vous m'amenez des témoins qui ont le courage de dire ça avant moi. Je les défie de le dire. L'histoire de la forêt de Tequino était une chose qui devait absolument se faire parce que les Russes, étant à l'oreille de cette forêt, dominaient la seule route qui traversait l'encerclement de Tcherkassy, autrement dit le Kessel, et qui permettait le ravitaillement des unités dans le Kessel. Il fallait absolument que cette corne de bois soit reprise. Du Grelle, avec sa modeste premier, il a dit, bien, mes Wallons vont le faire. Et le général Gill, donc le général de la Viking Division dont on faisait partie, a dit, si vous savez tenir 24 heures, je sais rassembler mes troupes en vue de la percée. Mais il faut vraiment qu'on tienne. Eh bien, on dit, de Grelle, ils veulent le faire. Comment expliquez-vous que de Grelle, avec la Légion Wallonie, a voulu faire ce que même les Waffen-SS allemands n'avaient même pas réussi à faire? Eh bien oui, de Grelle l'a fait. Par son panache, de Grelle l'a fait, il nous a entraînés. Avant de monter la pente, n'est-ce pas, il avait mis un écriteau, hier, Circus Wallonen, donc ici, le cirque des Wallons, Vorstellung morgen ab 7. Ce n'était pas absolument méchant de la part des Allemands, ils riaient. Ils se disent, bon, allez voir, les Wallons vont nous montrer comment il faut faire, nous, etc. Des Waffen-SS. Oui, mais nous aussi, nous étions des Waffen-SS, n'est-ce pas? Nous avons trouvé ces braves garçons, tant wallons qu'allemands, cloués sur des portes, cloués sur des arbres, les parties sexuelles coupées et attachées dans la bouche avec des barbelés. Vous avez vu cela personnellement? Oui. De vos propres yeux? De mes propres yeux, oui. Un aumônier allemand, en voulant rentrer dans une isba, on dit, tiens, on va un peu se reposer, on ouvre la porte, un aumônier allemand crucifié. Crucifié? Oui, une baïonnette dans chaque main, une baïonnette dans le ventre, le zizi coupé et en bouche. D'ailleurs, nos officiers ont toujours dit, monsieur, s'ils avaient une balle, gardez la dernière pour vous. Hein. Pourquoi ça? Pour vous foutre une balle dans la tête, pour ne pas tomber aux mains des Russes. Eux, les Russes savaient faire des prisonniers. Mais nous, dans l'encerclement, comment voulez-vous qu'on fasse des prisonniers? Pour les faire où? Pour les mettre où? Qu'est-ce qu'on a fait alors des prisonniers de guerre? Bon, on les a zigouillés, tiens. Zigouillés? Bah oui. Qu'est-ce qu'on voulait en faire? Et les Russes n'en faisaient pas eux, ils savaient nous envoyer à l'arrière. Ils ne le faisaient pas, ils nous zigouillaient aussi. Une balle dans la nuque, hop. Combien de pertes? Oh. À mon avis, certainement 200 à 250 hommes. Pour un bataillon d'infanterie. De combien? D'un millier d'hommes. Et disons que 2 jours après la prise de la position par les Wallons, sur décret allemand, la forêt a été évacuée. Oui. Tout le combat avait été absolument inutile. C'était surtout une victoire pour de Grelle? Pour de Grelle, oui. Pour sa propre personne? Pour sa propre personne. Pour sa politique? Pour sa politique. C'est dans l'encerclement de Tcherkassy qu'il a été tué par une balle tirée par un tireur d'élite, qu'il a atteint en pleine poitrine, qui a fait un trou monstrueux d'ailleurs, parce qu'il tirait avec des balles, ce qu'on appelait des balles doum-doum, n'est-ce pas, et ça ne pardonnait pas. Il était allé faire reconnaître la position vraiment d'une façon aventurée. Ça fait que
Certains racontent même qu'il a presque cherché la mort. Vous vous rappelez quel était l'état d'esprit de Lippert oui, avant oui. sa mort? Oui, oui. Il était inquiet. Inquiet. Inquiet, oui. Il disait, on va me les tuer tous, nom de Dieu, qu'il disait. N'est-ce pas, c'était écrit tout au long, n'est-ce pas ça? Est-ce que Lippert a cherché la mort? Oui, indiscutablement. Lucien Lippert était pour nous l'exemple. Nous l'avions surnommé l'Archange. C'était en fait notre protecteur. Nous nous sommes tout de suite posé la question de savoir qui, en fait, allait nous prendre en main. Nous voulions surtout que ce soit un militaire. Mais nous n'aurions jamais voulu tomber entre des mains politiques. On était encerclés par les Russes, il y avait 2 armées russes qui nous encerclaient. Et on se demandait si jamais on sortirait jamais vivant de cette affaire-là. Le général Gilles et tout ça étaient préoccupés uniquement de cette question. À un moment donné, il a vu arriver de Grelle à Chanderovka, c'était l'endroit. Chanderovka. Chanderovka, il a vu arriver de Grelle, qui a dit c'est un désastre, Lippert vient d'être tué. Il ne reste plus grand-chose des Wallons, enfin quelques centaines d'hommes peut-être autour, on n'a plus de matériel, on a déjà perdu tous les canons, on a déjà tout payé. Enfin, bref, il faut tout de même que quelqu'un commente ce qui reste. Et alors il a dit, il n'y a que moi qui convient. Alors Gilles a dit, ben oui, c'est entendu, faites le nécessaire, prenez le commandement, et bien, bonne chance. Nous venions à peine d'entamer la percée que l'artillerie s'est mise à tonner de part et d'autre, et comme à certains endroits, la percée finalement n'avait pas plus de 800 mètres de large, on distinguait très nettement non seulement toutes les pièces d'artillerie de toutes sortes. Russes. De même que les munitions qu'ils avaient eu le temps d'acheminer à cet endroit-là depuis un mois, on voyait même les artilleurs à côté de leurs pièces. C'est dans ces conditions que nous avons commencé la percée, et là aussi que nous l'avons achevée. Mais alors tout au long, je pense bien qu'il n'y avait pas plus de 5 ou 6 mètres de distance entre chaque pièce d'artillerie, tellement il y en avait. Schins était un camarade à moi. Schins, oui. Et pourtant d'un certain âge, marié, et il avait reçu une balle explosive dans le genou. Une balle explosive dans le genou. Donc, sa jambe était comme ça, l'autre était comme ça. Elle ne tenait plus que par les ligaments. Et on était pris en chasse par un T-34, un tank. Et je dis, Schins, dépêche-toi, on n'a plus que quelques mètres à faire, on est dans la forêt, on est sauvé. Mais lui, il était avec sa jambe, puis, comme ça, sur son pet, et il reculait comme ça, sur son pet. Et puis le tank est arrivé, il lui a pris la jambe blessée. Et Schins a tiré, il a coupé sa jambe. Et le tank a continué, il lui a pris l'autre jambe, et Schins a crié, et il criait « Maman, maman, maman ». Maman. Il était marié? Il était marié, oui, il criait après sa mère. Et il ne criait pas après sa femme? Non, il criait après sa mère. C'était au briseur de beaucoup de soldats. J'ai vu mourir beaucoup de soldats, des blessés, et tout ça qu'on a dû abandonner. Certainement des gens, ils criaient tous après « Maman, maman ». « Mutter, mutter, mutter » en allemand, et « maman » en wallon. Alors, donc, il a pris le T-34, lui a pris l'autre jambe, elle lui est passée doucement au-dessus. Les conducteurs savaient qu'il était là. Absolument, c'était un jeu pour les Russes. Nous sommes alors arrivés à la rivière Gniloy-Tekitch, en fait. Cette rivière, à cet endroit-là, avait environ une largeur de 15-20 mètres peut-être, mais elle était fort profonde, et le niveau de l'eau ou de la glace se trouvait environ 1,50 m en dessous de la berge. De l'autre côté, nous le savions, se trouvaient les nôtres. Je ne les voyais pas encore à ce moment-là, mais nous le savions. En effet, il y avait là, je l'ai vu après, 3 chars de la Leibstandarte, des chars très imposants d'ailleurs, et ça nous faisait chaud au cœur de les voir. Mais toujours, au moment où nous nous trouvions de ce côté-ci de la rivière, il y avait là pour 200-300 blessés peut-être, qui eux attendaient on ne sait quel miracle. Et à un moment donné, nous nous trouvions une colonne d'environ 150 pagnes-wagons, seulement des blessés. 150 pagnes-wagons remplis de blessés. Les chars russes qui
qui avaient réussi une percée sont arrivés et ont écrasé les chars, et les blessés, les charrettes. Ils l'ont vraiment massacré. Ils l'ont massacré, pour dire massacré. Aucun Allemand, ça leur avait été dit, aucun Allemand ne passera la rivière. On était bloqués par la rivière et il fallait passer. Ils tiraient dessus, ils tiraient dans la masse. Dans la masse. Le canon baissait au plus possible, ils tiraient dans la masse. Et puis ils sont arrivés avec leurs lance-flammes. Alors là, ça a été la panique. Là, hein. La panique. Ah oui, quand ils arrivaient, l'infanterie, donc, eux arrivaient avec les lance-flammes. Les lance-flammes. Alors là, on se tirait dessus l'un l'autre pour avoir un cheval ou pour avoir ne fût-ce qu'un morceau de bois, rien de tout pour passer cette rivière. Je suis très bon nageur, je suis passé à la nage. À ce moment-là, j'ai vu arriver une charrette avec des blessés et le conducteur, comme un fou, je ne peux pas comprendre ça autrement, il a poursuivi tout bonnement son chemin vers la rivière. Il est tombé avec le tout sur la glace 1,50 m plus bas. La glace s'est brisée immédiatement. J'ai vu la glace se soulever et glisser la charrette chevaux blessés vers l'eau et la glace s'est rabattue sur eux. Le courant était tellement violent que bien rapidement, on n'a plus entendu les cris des blessés qui hurlaient dans l'eau. Je veux vous dire aussi, quand je suis sorti de l'encerclement, et quand j'ai vu le premier pan sortir, là, hein, je suis tombé à genoux et j'ai embrassé la croix gammée. Ça, vous pouvez le dire, tellement que j'étais content d'en être sorti du Kesselin, de l'enfer. Tellement que j'étais content, je suis vivant. C'est un miracle. Là-dessus, Hitler a décidé de recevoir les généraux qui avaient commandé cette sortie à Berlin. Gilles était appelé à Berlin et Gilles a évidemment trouvé que de Grelle s'est mis à côté de lui en disant « je vais avec lui ». Et Gilles a dit « venez avec moi ». Il l'a mis avec lui dans l'avion en disant « ça fait bien ». Est-ce qu'on l'avait demandé ou que Gilles a dit par téléphone « j'ai ici de Grelle qui est un personnage dont on parle ». Et qu'on a dit peut-être venez avec lui. Enfin, ils sont arrivés chez Hitler, qui les a décorés tous les deux. En son grand quartier général, le Führer reçoit le général Lieb, le général Gille et le capitaine de Grelle. Il leur remet de hautes distinctions pour leur conduite courageuse au cours de la bataille de Tcherkassy. Le chef du groupe de combat Wallonie, le capitaine de Grelle, est décoré de la croix de chevalier. Nous n'allions pas là pour ne rien foutre. Nous n'allions pas là pour être des soldats médiocres, mais pour être les meilleurs. C'était le seul moyen pour nous de nous imposer aux Allemands, c'est de leur être supérieurs par notre courage. Alors évidemment, il n'est pas pensable qu'on soit les meilleurs sans courir des risques. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que celui qui a couru le plus de risques, c'était moi. Et tout le temps, j'ai pas manqué un combat de toute la guerre. Et nous voulions une Belgique plus grande, mais évidemment, nous la voulions plus grande. C'était ça notre grand plan de Bourgogne. Nous voulions reconstituer tout l'Occident, pas seulement la Belgique. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas honteux de ça. J'en suis très fier et mon seul regret, c'est que ça n'ait pas réussi. Le matériel avec lequel nous avons défilé nous avait été prêté par la Leibstandart Adolf Hitler. De la défaite de Tcherkassy, vous avez voulu faire une grande victoire en défilant à Charleroi et à Bruxelles. Avez-vous, par ce défilé, voulu stimuler le recrutement d'autant de jeunes éblouis que possible? C'était susciter un sentiment de grandeur et de gloire parmi notre peuple, et normalement parmi la jeunesse. Et si un certain nombre de jeunes étaient émus par cela et voulaient participer à notre épopée, c'était magnifique, c'est évident que ça m'intéressait. Mais c'est sûr que c'est un jour de gloire. Moi, c'est un jour d'humiliation. J'étais parvenu à convaincre Hitler de la réalité de notre peuple, de ses éminentes qualités représentées par nos soldats. J'avais donc atteint un résultat exceptionnel, d'où gloire. Et si je puis tracer un parallèle, par exemple, disons que
Les actions de la Légion Wallonie ont été glorieuses, c'est certain. Mais côté flamand, par exemple, elles ont été au moins autant. Seulement, ils n'avaient pas à leur disposition un barde ayant la faconde d'un Léon de Grelle pour monter en épingle leurs actions. Les légionnaires flammands n'ont jamais eu quelqu'un comme de Grelle. Hein? Non. Un champion jamais. de la propagande non, comme lui. Jamais. J'ai dit de Grelle mettait le KG de Berlin dans sa poche. Il m'a invité à Salzbourg, à sa villa. C'était une histoire, toujours, on m'envoyait un train spécial, c'était très aimable, chaque fois un grand dîner, pour impressionner. Et puis à la fin du dîner, quand on servait le champagne, il me dit, Mainelive de Grelle, qui pensez-vous qu'il faille nommer comme commandeur de la brigade d'assaut Wallonie? Devant tout le monde, j'allais normalement me laisser intimider. Mais j'ai fait mon plus beau sourire, et me montrant la poitrine, je lui ai dit, Reichsführer, moi. Et Vermeer est venu voir qu'est-ce que je pensais de cette solution, si on pourrait trouver un général. Et avant qu'on ne fasse des démarches, je voulais d'abord savoir si on en trouvait un. Et moi, j'ai répondu à Vermeer, écoutez, ça, je pense que vous ne serez jamais un fou qui va maintenant partir maintenant. Les généraux, enfin, je n'en connais qu'un, mais moi, je veux bien lui en parler, je dis, dans le camp, parce que je le connais bien, c'est un chic type. Je vais lui expliquer cette situation, que c'est pour sauver la légionnaire, mais peut-être que je ne sais pas dire qu'est-ce qu'il va répondre. Vermeer est retourné dire ça. Pendant que moi, j'allais dans le camp demander à Chardôme qu'est-ce qu'il pensait de cette histoire. Et chose que je ne croyais pas, Chardôme m'a répondu tout de suite, c'est mon devoir, j'irai. Comme ça, sur ce ton-là. C'est mon devoir, j'irai. C'était un homme de très grand prestige. Comme c'était ça avant tout qu'il nous fallait, du prestige et de la gloire, ça convenait admirablement. Mais il était sourd, il était âgé. Ah, mais ça, sourd, je l'ai appris après. C'est pas du front russe que je me rendais compte qu'il était sourd. Non, mais vous avez parlé avec lui Oui. après cela. Mais c'était pas dirimant. Mais enfin, quand je l'ai vu, à ce moment-là, ma décision était prise. Et lui, il désirait. Quant au major Helbaut, lui, il y avait longtemps qu'il voulait venir chez nous, comme d'ailleurs beaucoup d'officiers de l'armée belge. Et non seulement il le voulait, mais il nous l'écrivait. Il était un grand ami de l'Hyper, et Helbaut était un des plus remarquables techniciens de l'armée belge. Et c'était héréditaire chez lui. Son grand-père, comme son père, avait été ministre de la guerre. C'était un militaire jusqu'à la moelle des os. Vraiment, on tirait un nez comme ça, hein. Et de Grelle jubilait. J'ai toute une équipe, avait dit, hein, vous le voyez d'ici. Je voulais des officiers belges, mais j'en ai tout un tas. Il avait réussi. Et du coup, Berger, qui était chargé, Himmler n'a jamais voulu nous recevoir. Il ne voulait pas même nous voir. Il avait chargé Berger de nous voir. Ils étaient méfiants de ce que de Grelle allait amener. Hein. Ça fait qu'on nous a invités à Berlin et Berger nous a fait un très beau petit discours en disant « Messieurs, je suis tout à fait en admiration devant le geste que vous faites. On n'aurait jamais pu penser que des officiers de votre rang et de votre connaissance se présenteraient ici comme candidat à un moment où l'Allemagne se trouve dans une situation désespérée, par exemple, enfin, sûrement très mauvaise, je ne sais plus quel moment il a dit. Et enfin, je vous félicite, mais de toute façon, je ne veux pas que vous preniez une décision ici, en ce moment-ci. Avant tout, vous avez mérité de prendre une bonne vacance et d'aller vous revoir vos familles à votre aise, et seulement après ça, on décidera. Nous avions compris que ça voulait dire bye-bye, quoi. Mais on disait bye-bye. Enfin, on voulait dire... c'était un truc. C'était un truc. On avait bien compris que c'était très poliment dit, avec beaucoup d'éloges, mais que ça voulait dire on n'est pas pressé de vous voir. Mais alors Chardôme, qui était lancé et qu'on ne savait plus arrêter, s'est laissé embarquer par de Grelle d'aller faire un meeting à Berlin devant tous les travailleurs étrangers, devant des milliers de travailleurs étrangers en uniforme de général. Nous avons dit qu'on n'allait pas. On est retourné en Belgique et Chardôme est resté tout seul avec de Grelle pour faire un discours devant la tribune avec tous des croix gammées. Un meeting de propagande. Devant des croix gammées. On ne savait plus l'arrêter.
ça, écoutez, moi je suis pas responsable, ce que Chardon me disait. Hein. Ben, dans son enthousiasme, c'était un homme comme ça, passionné. Une fois qu'il avait pris une position, il allait jusqu'au bout. Un exalté? Un exalté, ben oui. Avant la guerre, il était un régiment Arlon, hein, le chasseur ardennais. Hein. Et alors, devant tout le régiment réuni dans la cour de la caserne, il prenait le drapeau du régiment, il se mettait en genoux dans la cour de la caserne et il dit « Les Boches ne passeront pas ». Les Boches ne passeront pas? Oui, avant la guerre. Mon père est arrivé en uniforme belge dans une voiture de l'armée allemande, puisque c'est le major Elbaut qui lui a ouvert la portière. Il est entré chez nous. Nous ne l'avions plus vu depuis 4 ans. Nous étions tous très émus de nous revoir. Et alors, après l'avoir laissé un peu se reposer, il nous a expliqué ses intentions d'aller se battre au front de l'Est. Alors ça a éclaté comme une bombe. Nous étions absolument renversés. Et tout à fait contrariés, opposés à ce qu'il le fasse. Elle a dit que s'il restait un instant plus dans la maison, elle s'en courait avec ses enfants et qu'elle les laissait là, qu'elle ne voulait pas être victime d'un attentat, qu'elle voulait sauver ses enfants. Eh bien, il a dit, voilà, je n'ai rien signé, mais j'ai donné ma parole d'officier. Pour moi, c'est sacré. On m'a demandé de prononcer un discours à Berlin. Et son expression, c'était « j'ai brûlé mes vaisseaux ». Alors, maman, ma sœur, mes 2 frères et moi, tous ensemble, nous avons parlé, supplié, expliqué. Il ne connaissait pas les événements. Il avait l'air d'être tout à fait tenu dans l'ignorance de ce qui se passait et d'avoir été coincé dans une voie. Il était mis à l'écart dans le camp? Nous l'avons su par après qu'il était mis complètement à l'écart dans le camp, au point que ceux qui risquaient encore d'aller lui dire une parole d'amitié risquaient eux-mêmes des sanctions. Pensez-vous que l'anticommunisme de votre père a joué fortement dans sa décision? Mais bien sûr, c'était essentiel pour lui. Et il ne voyait pas d'autre issue que celle-là. La seule force qui combattait le communisme, eh bien, il voulait y participer. Et ben, c'est 2-3 jours après que ma femme a reçu la visite de Mme Chardon, qui habitait quelques rues plus loin, là, près de Saint-Michel, et que Mme Chardon a dit « Vous, Mme Elbaut, vous n'allez tout de même pas permettre qu'il parte là-bas, n'est-ce pas ?» Elle dit « Ma femme, je ne sais pas, c'est mon mari qui décide, moi je sais qu'il veut partir. » Mais alors Mme Chardon était furieuse, a fait une scène à ma femme parce qu'elle voulait me laisser partir. Et alors, elle a dit... Mais... La femme du général Chardon? Mais oui, elle s'était mise, comme tout le monde, dans la résistance. À ce moment-là, tout le monde était dans la résistance. Et lui arrivait en disant qu'il voulait partir. Pour le front de l'Est? Oui. Il avait fait un discours à Berlin, c'était dans les journaux à Bruxelles avec la... Madame Chardon était comme folle. Et ses enfants aussi. Et il disait, là, on va venir nous assassiner tous ici maintenant, mettre une bombe devant la porte. Et vous, enfin, ma femme dit, je ne sais plus ce que je dois faire, mais mon mari ne m'a pas expliqué toutes les raisons. Il m'a dit qu'il avait des raisons sérieuses, et je le crois, elle dit ma femme. Mais en tout cas, nous sommes arrivés, peut-être après 2 après-midi de discussion, à ce qu'il accepte de renoncer. Alors à ce moment-là, il a été catégorique, il a dit, eh bien, c'est très bien, je vous quitte le plus rapidement possible, parce qu'après des choses aussi graves, il faut que ce soit terminé. Je l'ai trouvé au fond d'un fauteuil chez lui, et je dis, eh bien, mon général, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé? Oh, il dit, il ne faut pas m'en vouloir, mais j'ai eu le choix entre ma famille ou bien ma conscience. Ma famille ou le front de l'Est? Ou le front de l'Est, enfin ma conscience. Oui. J'ai choisi ma famille. Quand il a dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les Allemands nous ont envoyés en congé chez nous, et ils ont dit qu'on prendrait la décision plus tard. Mais enfin, maintenant que je suis décidé à ne pas aller, il faut tout de même les prévenir. Alors, il a dit que lui ne voulait pas aller lui-même. Qu'il était malade? Qu'il était malade, oui. Qu'il ne pouvait pas partir parce qu'il était malade. C'est ça, oui. Et qu'est-ce que sa femme a dit aux Allemands? Alors, elle a dit, eh bien, j'irai moi-même. J'irai lui dire. À Young Claus, qui était le grand chef de la Belgique. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, elle a dit, mon général, je viens vous dire, mon mari a fait une bêtise. Il s'est laissé bourrer le crâne et il a accepté d'aller à la Légion.
et de bonne foi. Mais maintenant, il s'aperçoit en rentrant ici que c'est pas possible, que toute la famille s'y oppose. Et il a décidé de ne pas partir. Et Young Claus a dit, eh bien, c'est très bien, madame. Il a commencé à dire que madame est malade. Alors le général Young Claus a commencé par répondre, madame, c'est son droit de rester à la maison, il est libéré, personne ne lui demande d'aller au front de l'Est. Alors elle a dit, j'exige qu'il retourne dans un camp de prisonniers. Alors elle a dit, madame, il est libre, je n'ai jamais vu un général qui est libre, qui a les papiers de libération et qui exige maintenant d'entrer dans un... Ça n'est pas un droit, madame. Moi, j'ai été rappelé chez Young Claus. Eh bien, lui m'a dit, écoutez, c'est vous et le boat, avec un air de profond mépris. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous êtes aussi malade? Non, je dis, je ne suis pas malade. Il a fait une figure comme en disant, nom d'un chien, catastrophe, celui-là n'est pas malade. Et je dis, alors, dit-il, qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai dit que j'irai. Ah, mais ça reste, je dis. Je me repose dans ma famille, mais bien décidé d'aller. Il avait l'air de dire, maintenant je dois prévenir Berlin, ça c'est, qu'il y a quand même un qui veut venir. Je suis arrivé que 3 jours après, ils étaient déjà partis. Et il n'y avait plus moyen de les rattraper. Et De Grelle avait dit qu'il voulait, que si on envoyait les Wallons là-bas en Estonie, qu'on avait déjà été une fois à Tcherkassy, et qu'il ne fallait plus que ça arrive 2 fois. Et alors là-dessus, il a dit, bon, ben j'irai quand même. Il est allé contre les ordres de Himmler. Himmler lui avait formellement défendu. Pourquoi ça? Parce que Himmler n'admettait pas que les chefs politiques aillent dans une affaire aussi exposée. Et avec cette affaire, De Grelle a gagné une partie formidable. Parce qu'à ce moment-là, il est revenu avec l'Eikenlob, et que Himmler et tout ça n'ont plus osé rien dire. C'était fini, il n'a plus un blâme pour ça. Non, on n'a plus rien dit. Tout le monde l'a félicité. Oui, il s'est nommé lui-même. Comment et ça? il a été accepté par Berlin. Parce qu'Hitler a demandé d'abord, quand De Grelle lui a envoyé la lettre, au casier chose de Himmler, qui était le chef de la Waffen-SS, il a envoyé la lettre. Alors Hitler... Disant que comme quoi il était Obersturmbannführer. Voilà, comme ça, tout simplement.